Cet homme âgé a passé toute sa vie à monter en niveau. Désormais, il ne lui reste plus qu'un seul monstre à vaincre avant d'atteindre le niveau maximal, mais il ne ressent aucune joie. Son système a un problème. Contrairement aux autres, il ne gagne ni pouvoir ni récompense en montant de niveau. Il a passé sa vie entière à travailler dur, à éliminer des monstres faibles dans l'espoir qu'en atteignant enfin le niveau maximal, il obtiendrait quelque chose de précieux. À cet instant, il se tient dans un donjon. Plus précisément, il est au premier étage d'un donjon situé à Tokyo, entouré d'un grand nombre de jeunes joueurs armés comme lui. Des drones flottent au-dessus d'eux, soulignant la gravité de la situation. Soudain, une voix s'élève, avertissant que des monstres approchent. Ils sont dans un donjon, ce qui signifie que ces créatures peuvent surgir à tout moment. L'alerte prend tout son sens. Yukito vient de regarder une vidéo sur son téléphone confirmant la présence de monstres dans la zone, renforçant ainsi le danger qu'il y a à rester sur place. Quelqu'un propose d'avancer plus profondément dans le donjon, mais un autre s'y oppose. D'innombrables monstres émergent des étages inférieurs, rendant toute progression extrêmement risquée. C'est alors que Yukito passe devant ses joueurs. L'un d'eux tente de le retenir, lui criant de fuir immédiatement et affirmant que ce n'est pas le moment de se frotter au monstre slime. Pourtant, Yukito l'ignore totalement et continue d'avancer sans dire un mot. Voyant cela, un autre joueur soupire et suggère de le laisser faire. Après tout, il doit être fou. Mais Yukito se moque bien de leurs paroles. Qu'on le prenne pour un insensé ou un vieil homme inutile, peu importe. Alors que la panique s'empare du groupe et que tout le monde tente de fuir pour sauver sa peau, quelqu'un le bouscule violemment, le faisant tomber au sol. Allongé sur le sol froid du donjon, il se remémore son passé. Des décennies se sont écoulées depuis la création de la guilde des aventuriers. Il s'appuie sur son épée pour se relever et reprend sa marche. Il sait que la guilde fonctionne selon un système unifié pour tous les joueurs, bien que la progression varie d'un individu à l'autre. Chaque joueur voit son niveau augmenter à chaque monstre vaincu, et en montant de niveau, son statut au sein du système s'améliore. Tout rêve d'atteindre le rang 5, l'objectif ultime. Yukito poursuit son explication intérieure. À ce stade, certains joueurs acquièrent des compétences ou des pouvoirs magiques. C'est un phénomène courant parmi les aventuriers. Pourtant, lui, il n'a jamais rien obtenu. Pas une seule compétence, pas un seul pouvoir. Pourquoi? Pourquoi était-il une exception? Il ouvre son interface de statut et confirme qu'il a bel et bien atteint le rang 5, ce niveau tant convoité par tous. Il se souvient de ses longues années de combat contre les monstres. Il a tout donné. Il ne peut pas perdre maintenant. Il parvient jusqu'à un monstre slime et l'élimine. Il se remémore alors toutes ces années passées à chasser des créatures faibles jusqu'à atteindre le niveau 98. Mais il ne s'arrête pas là. Il continue de se battre, infligeant un coup fatal à une autre créature. Il se répète intérieurement qu'il est le seul joueur à avoir jamais atteint ce niveau. Cependant, au cœur de la bataille, son épée, usée par le temps, finit par se briser. Il se fige un instant, réalisant que le niveau maximal atteignable est 99. Il n'a plus qu'un seul monstre à abattre, un seul. Alors seulement, son long combat prendra tout son sens. Rassemblant toute l'énergie qui lui reste, il se met à courir, déterminé à atteindre l'objectif d'une vie. Il saisit un monstre et lui assène un coup de poing. Il sait qu'il est à un pas de son but. Puis, dans un ultime acte de désespoir, il mord la créature à pleines dents, persuadé que le sommet lui appartient de droit. À cet instant, suspendu entre l'espoir, la peur et le désespoir, une notification apparaît devant lui. Niveau 99 atteint. Un frisson d'excitation le traverse. Son corps tout entier tremble de joie. Son rêve s'est enfin réalisé. Il lève les yeux vers le système, réclamant la récompense qu'il mérite après tant d'années de souffrance. Mais une nouvelle notification apparaît sous ses yeux. Puissance de statut, Plum. Son pouvoir est passé de 5 à 6. Et c'est tout. Yukito s'effondre, incapable de croire ce qu'il voit, hurlant de frustration contre le système. Comment pouvait-il n'avoir rien obtenu de réellement précieux après tout ce qu'il avait accompli? Des larmes coulent sur son visage alors qu'il se demande si tout ce qu'il a traversé n'a servi à rien. Il a l'impression que tout espoir s'est évanoui, ne laissant derrière lui que le désespoir. C'est alors que les monstres dont on l'avait mis en garde apparaissent, l'encerclant de toutes parts. Yukito comprend que c'est la fin. Les larmes continuent de couler, tandis qu'il murmure que sa vie n'a été qu'une succession de souffrances, une existence véritablement misérable. Il se remémore les moqueries qu'il a subies dans son enfance, quand on le considérait comme le plus faible de tous, ainsi que son incapacité à sauver sa mère, la seule personne qu'il ait jamais estimée en ce monde. Il se souvient aussi du jour où, sans le vouloir, il a gâché le bonheur de sa sœur unique lors de son mariage. Puis, l'un des monstres passe à l'attaque. D'un coup brutal, il l'écrase au sol, mettant un terme à son existence. Pourtant, au dernier instant,
Yukito esquisse un sourire et murmure que cette vie cruelle prend enfin fin. Une notification du système apparaît alors, annonçant officiellement la mort de l'aventurier Yukito. Mais soudain, un événement inattendu se produit. Une autre notification surgit signalant une erreur majeure dans l'affichage de son statut. Ses signes vitaux recommencent à fonctionner. Son cœur se remet à battre. Une nouvelle notification indique qu'un processus de correction et de restauration est en cours, sans donner plus de détails. Pourtant, son rythme cardiaque s'intensifie. Peu après, un autre message confirme qu'il a reçu des récompenses compensatoires. Il se voit attribuer 9 999 points en tant que cas unique, faisant exploser ses attributs. Brusquement, Yukito ouvre les yeux. Devant lui, une personne le félicite et lui annonce qu'il est désormais un aventurier officiel. Sa vision s'éclaircit et il distingue un membre du personnel de la guilde des aventuriers qui lui tend un badge. Lorsqu'il baisse les yeux sur lui-même, il réalise qu'il est redevenu jeune. Stupéfait, il reste figé sur place. L'employé lui demande s'il y a un problème. Il se ressaisit rapidement, la rassure, puis prend le badge avant de s'éloigner. Mais un doute le traverse. Il s'arrête pour vérifier la date et découvre avec stupeur qu'il s'agit exactement du jour où il s'était initialement inscrit à la guilde des aventuriers. À cet instant, il réfléchit à tout ce qui vient de se passer, se remémorant les notifications qui ont précédé sa mort et la récompense qu'il a reçue. Il demande l'ouverture de son écran de statut, mais celui-ci semble inchangé. Un rire amer lui échappe. C'était exactement ce à quoi il s'attendait. Cependant, en parcourant le menu, il remarque quelque chose de nouveau. Une section qu'il n'avait jamais vue auparavant apparaît sous le nom de chance. Sous le choc, il se rappelle qu'autrefois, cette information était l'un des secrets les mieux gardés, inconnus des autres joueurs. Après 70 années de malheur et de souffrance, il peine à croire ce qu'il voit. Mais il doit en avoir le cœur net. Sans attendre, il se met en quête des monstres slime d'argent pour voir ce qui changera. Le décor change. Nous nous retrouvons dans un donjon de Tokyo, où l'agitation est à son comble. Partout, des gens s'affairent et des tentes sont dressées. Yukito arrive, déterminé à traquer les slimes d'argent. Il observe les lieux avant leur destruction et aperçoit les adorables créatures gélatineuses qui parsèment le sol. Une étrange sensation le traverse. Il a l'impression d'être rentré chez lui. Mais une autre vision capte son attention. D'abord, il pense à une coïncidence, mais il doit se rendre à l'évidence. Il a bel et bien trouvé un slime d'argent, pas le monstre qu'il était venu chercher. Il se rappelle alors à quel point cette créature est rare. Dans sa vie précédente, il ne l'avait aperçue qu'une seule fois. Le problème, elle disparaît aussitôt qu'elle est repérée, ne laissant jamais personne l'attraper. S'approchant avec la plus grande précaution, il sait qu'en capturer un offre une quantité d'expérience phénoménale, mais que ces créatures sont tristement célèbres pour leur vitesse de fuite exceptionnelle. À pas feutré, retenant son souffle, il se murmure qu'il ne lui reste qu'un pas à franchir pour réussir. Mais au moment crucial, juste avant qu'il ne frappe avec son épée, une flèche surgit soudainement dans la zone, effrayant la gelée d'argent et la faisant fuir. L'auteur du tir s'excuse aussitôt, prétendant qu'il s'agit d'un accident. Yukito est furieux, comprenant que cette personne vient de lui faire perdre sa seule et unique chance de capturer cette créature insaisissable. Cependant, il est surpris de voir que la gelée d'argent ne s'est pas enfuie. Elle se tient à côté de la flèche, scrutant les environs d'une manière étrange. Il se demande pourquoi elle n'a pas fui malgré l'agitation. Soudain, le monstre adopte une posture offensive. Aussitôt, Yukito lève son épée, réalisant que cette opportunité rare ne doit pas lui échapper. Lorsque la créature se jette sur lui, Yukito frappe avec précision, atteignant son noyau et l'abattant en un seul coup. Le corps de la gelée éclate comme un ballon, ne laissant derrière elle que son cœur, exactement à l'endroit où l'épée de Yukito avait frappé lors de sa première tentative. En conséquence, son niveau grimpe de 4 rangs d'un coup. Toutefois, il remarque que son épée s'est brisée. Il comprend alors que la gelée d'argent était bien plus puissante qu'il ne l'avait imaginé. Désormais, il doit se procurer une nouvelle arme. C'est alors qu'une étrange lumière apparaît dans la zone. Lorsqu'il pose les yeux dessus, il reste figé avant de s'exclamer « C'est impossible ». La raison de son choc, il vient de recevoir une récompense de rang S, l'arme exacte qu'il avait toujours désirée. En l'examinant, il découvre que cette épée a été spécialement conçue pour la chasse aux gelées d'argent et réduit même de 30% leur chance de s'échapper. Transporté de joie, Yukito déclare que tout cela commence de manière incroyable. Avec cette épée, il est désormais prêt à traquer autant de monstres qu'il le souhaite,
jusqu'à ce qu'il soit pleinement satisfait. À peine a-t-il prononcé ces mots que 4 autres gelées d'argent apparaissent soudain devant lui, le laissant se demander s'il est en train de rêver. Mais contre toute attente, ces 4 créatures ne s'enfuient pas. Au lieu de cela, elles l'attaquent directement. Un comportement totalement inédit pour ce type de monstre. Forcé au combat, il comprend rapidement qu'il est absolument impossible de les vaincre toutes en même temps. Pourtant, lorsqu'il se lance à l'attaque, il remarque à quel point sa nouvelle arme est exceptionnelle, bien qu'il ait encore quelques doutes. Cependant, dès qu'il engage le combat, il est stupéfait par sa propre maîtrise. Ses mouvements sont fluides, chaque coup est précis, et en un instant, il élimine ses adversaires d'un seul coup chacun. Après la bataille, il remarque une lumière semblable à celle qu'il avait vue plus tôt. En s'approchant, il réalise qu'il vient de recevoir un ensemble complet d'armures de combat. Toujours incrédule face à sa victoire éclatante, Yukito ramasse ses nouvelles récompenses. Plus tard, on apprend qu'il a continué à chasser pendant environ 1 heure. Durant ce laps de temps, il est parvenu à capturer 10 des précieuses gelées d'argent. À chaque fois qu'il en achevait un groupe, un autre apparaissait, jusqu'à ce qu'il atteigne ce nombre final. Chaque monstre vaincu lui rapportait des objets rares et précieux, au point que son inventaire finit par être totalement rempli. Après tout ce qu'il venait de vivre, Yukito ne pouvait plus nier l'évidence. L'indicateur de chance qui est apparu sur son écran de statut était bel et bien réel. En constatant cette vérité, une immense joie l'envahit. Il s'allonge dans l'herbe, fixant le ciel, et réfléchit à cette nouvelle vie qui s'offre à lui. Levant la main vers le soleil, il contemple le pouvoir qu'il vient d'acquérir. Il comprend alors qu'il a désormais la possibilité de devenir quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui pourrait apporter le bonheur à sa famille. Il pense à sa mère malade, qu'il avait perdue dans son ancienne vie. Cette fois, il sait qu'il a une chance de la sauver. Bien entendu, il n'oublie pas non plus sa petite sœur. Il peut enfin réparer tout ce qu'elle a enduré par le passé. Mais soudain, une pensée cruciale le frappe. A-t-il seulement un foyer où rentrer? Il n'y avait jamais songé jusque-là. Il se souvenait de ses 70 années passées à vivre seul dans sa vie antérieure. Mais à présent, il ne désirait qu'une chose, rentrer chez lui et retrouver sa famille. À cet instant, une vague de nostalgie l'envahit, et il se redressa brusquement, bondissant en avant avec excitation, impatient de les revoir. Il courut sans relâche jusqu'à atteindre son ancienne maison. Debout devant elle, il peinait à y croire. Il était enfin revenu. Franchissant le seuil, il gravit les escaliers, se remémorant que son appartement se trouvait au 2e étage, bien qu'il ne soit plus certain de la porte exacte à ouvrir. Il hésita un moment devant les différentes portes, se rappelant qu'il avait été sans domicile pendant la seconde moitié de sa vie passée, rendant difficile l'identification de la sienne. Mais alors, son regard se posa sur une plaque nominative. Il y vit inscrit le nom de sa famille, à côté du numéro 203. À cet instant, la mémoire lui revint enfin. C'était bien son foyer. Sans perdre une seconde de plus, il se précipita vers la porte pour l'ouvrir. Mais soudain, une vague de nervosité le submergea. Il s'arrêta, tentant de se calmer, sans parvenir à comprendre pourquoi il était aussi anxieux. Inspirant profondément pour retrouver son sang-froid, il prit enfin la décision d'entrer et de retrouver sa famille. Juste au moment où sa main se tendait vers la poignée, la porte s'ouvrit brusquement de l'intérieur, révélant sa jeune sœur qui se tenait là, lui adressant un sourire chaleureux, comme s'il revenait simplement d'une journée ordinaire. Mais Yukito ne put se contenir. Il l'enlaça avec force, submergé par la joie de la revoir saine et sauve, et l'appela avec émotion « Nozomi ». Déconcerté par l'attitude étrange de son frère, Nozomi le fixa avec surprise, se demandant s'il s'agissait d'une caméra cachée. Elle lui demanda en riant de la lâcher, mais Yukito refusa de desserrer son étreinte. À cet instant, il comprit une chose essentielle. Cette fois, il ne permettrait à rien, ni à personne, de lui arracher ses êtres chers. Plus tard, assis avec Nozomi, il lui raconta tout ce qu'il avait vécu. Nozomi écouta son récit avec fascination, son excitation grandissant à mesure qu'il avançait. Puis, les yeux brillants d'espoir, elle lui demanda s'il pouvait aussi sauver leur mère malade grâce à sa chance extraordinaire. Yukito lui adressa un sourire complice et la rassura. C'était exactement ce qu'il comptait faire. Il suffirait simplement d'un peu d'effort pour y parvenir. Le lendemain, Yukito se mit en route pour vendre les trésors rares qu'il avait acquis dans le donjon. Grâce à la richesse qu'il amassa, il put accéder à une vente aux enchères où il enchérissait sur la plus puissante potion de soin, un élixir de haut niveau capable de guérir les maladies graves destinées à leur mère. Peu après,
Yukito et Nozomi se rendirent à l'hôpital pour lui rendre visite. Leur mère, émue de les voir, leur demanda comment ils allaient. Mais Yukito se contenta de sourire et lui répondit que la vraie question concernait plutôt son état à elle. Nozomi s'avança alors, lui tendant une sélection de ses friandises préférées, ce qui la fit sourire avec gratitude. Cependant, elle les réprimanda doucement, leur demandant de ne pas faire de telles folies, insistant sur le fait que ce qui comptait le plus pour elle était leur bien-être, et non des cadeaux coûteux. Yukito la rassura d'un sourire chaleureux, lui affirmant qu'elle n'aurait plus jamais à se soucier de l'argent. Nozomi, impatiente, déclara qu'ils avaient une autre surprise pour elle. Curieuse, leur mère leur demanda de quoi il s'agissait. Yukito lui présenta alors la potion de soin et l'encouragea à la boire. Nozomi, débordante d'enthousiasme, expliqua que son frère avait gagné l'argent grâce à ses aventures dans le donjon et avait pu acheter cet élixir spécial pour elle. Mais leur mère resta figée, sous le choc. Son fils venait à peine de débuter sa carrière d'aventurier. Comment avait-il pu réunir une telle somme aussi rapidement? Yukito se contenta de sourire et répondit qu'il avait simplement eu de la chance. Il lui tendit ensuite la potion, l'invitant à la boire. Lorsqu'elle porta le breuvage à ses lèvres et le but, elle ressentit presque immédiatement un changement profond dans son corps. Yukito et Nozomi se précipitèrent pour lui demander comment elle se sentait. Leur mère, les yeux écarquillés, leur répondit qu'elle se sentait incroyablement légère, comme si un poids immense s'était envolé et qu'elle respirait mieux que jamais. Yukito, submergé par l'émotion, sentit son cœur se remplir d'une joie indescriptible. Nozomi, incapable de contenir son excitation, bondit de joie en célébrant la guérison de leur mère. Émerveillée par ce que son frère a accompli, elle lui dit qu'il a réalisé quelque chose d'incroyable. Leur mère, cependant, commente que la potion avait un goût absolument atroce, ce qui fait rire Yukito. Il lui tend alors quelques friandises pour compenser cette expérience désagréable. Au fil des jours, les symptômes de sa maladie s'estompent progressivement et elle ne ressent plus les effets débilitants qui la tourmentaient autrefois. Après une période de rééducation et de thérapie physique, elle reçoit enfin l'autorisation de quitter l'hôpital et de poursuivre son rétablissement à la maison. Comblée de bonheur, elle rentre chez elle avec ses enfants, exprimant à quel point cela lui semble irréel, comme un rêve. Mais Nozomi la rassure aussitôt. Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Un jour, alors qu'elle fait la vaisselle, leur mère exprime à quel point elle est heureuse d'être de retour parmi les siens, affirmant qu'il n'existe pas de plus grand bonheur que celui d'être en famille. Nozomi se tourne alors vers Yukito, débordante d'enthousiasme. « Je suis tellement contente que maman soit complètement guérie. » Mais Yukito, plus sérieux, secoue la tête. « C'est merveilleux, mais ce n'est pas suffisant. » Surprise, Nozomi lui demande pourquoi il dit cela. Il prend une profonde inspiration, son regard assombri par une gravité soudaine et explique que la potion de soin qu'ils ont obtenue n'était qu'un remède temporaire. Elle n'a pas éradiqué la maladie. Le choc se lit sur le visage de Nozomi. Alors, que devons-nous faire? Nous devons trouver un objet légendaire classé L-Rank, répond Yukito d'un ton déterminé. Il se lève et ramasse quelques assiettes avant de poursuivre. Ce dont nous avons besoin, c'est quelque chose comme l'élixir. Nozomi fronce les sourcils cherchant dans ses souvenirs, puis s'exclame « Attends, j'ai vu quelque chose à ce sujet à la télé. Le plus grand aventurier du monde est le seul à l'avoir trouvé. » Yukito hoche la tête. Exact. Les rapports affirment que l'élixir peut guérir toutes les maladies, même celles considérées comme incurables. Mais il se trouve dans les profondeurs du donjon, en dessous du 50e étage. Il marque une pause avant d'ajouter « Et le pire, c'est qu'il ne peut pas être acheté. » Nozomi comprend immédiatement la difficulté de la situation. Bien sûr, ça doit être un objet incroyablement rare et unique. Yukito acquiesce. Ce genre d'artefact est toujours réservé à ceux qui parviennent à le découvrir. Il ne peut être obtenu qu'en terrassant l'un des puissants boss du donjon. Nozomi réalise alors l'implication de ses paroles. Tu veux dire qu'on va devoir le trouver nous-mêmes? C'est notre seule option. Tout en essuyant les assiettes, Nozomi le fixe avec inquiétude. Mais est-ce que tu peux vraiment atteindre les profondeurs du donjon au-delà du 50e étage? Yukito, implacable, répond sans détour. Dans des circonstances normales, ce serait impossible. Il marque une pause avant d'ajouter avec un calme glaçant. Quiconque tenterait de s'y aventurer mourrait avant même d'approcher cet étage. Un frisson parcourt Nozomi. C'est trop dangereux. Mais Yukito la regarde avec assurance. J'ai dit, dans des circonstances normales. Son regard se détourne vers leur mère, toujours absorbée par ses tâches ménagères.
Il réalise alors que ce qu'il possède aujourd'hui ne relève pas simplement de la chance. C'est aussi le fruit du savoir profond qu'il a acquis dans sa vie passée. Il se remémore une information cruciale. L'élixir pourrait aussi exister à des niveaux supérieurs, bien que ses apparitions soient d'une extrême rareté. Puis, une autre idée lui traverse l'esprit. Le boss légendaire du 20e étage souterrain, l'ancien golem. Il se souvient d'une chose essentielle. Celui qui parvient à terrasser cette monstruosité peut recevoir l'élixir en récompense, bien que cela reste un événement rarissime. Le problème, c'est que l'apparition même de ce boss est incroyablement aléatoire, rendant son prix d'autant plus précieux et convoité. Perdu dans ses pensées, Yukito se dirige inconsciemment vers le réfrigérateur. Il se rappelle que dans sa vie antérieure, l'apparition de l'ancien golem était si rare qu'il n'en avait entendu parler qu'une seule fois. Mais aujourd'hui, sa chance est différente. S'il a vraiment ce destin hors du commun, alors il est certain qu'il pourra mettre la main sur l'élixir. Nozomi l'observe du coin de l'œil avant d'éclater de rire. « Hé! Ton regard de stratège est de retour. » Pris de court, Yukito lève les yeux vers elle, surpris. « Hein? J'ai vraiment l'air si sournois que ça quand je réfléchis ?» Nozomi rit à nouveau, puis hausse les épaules, lui disant que cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'elle est convaincue qu'il peut accomplir tout ce qu'il entreprend, quoi qu'il arrive. Yukito ressent une chaleur réconfortante en sachant que sa sœur croit en lui et il lui répond que l'issue est déjà décidée. Cependant, il précise qu'il y a encore quelques préparatifs à faire avant cela. Lorsque Nozomi lui demande ce qu'il entend par là, il explique que tout possède une faille et qu'il est crucial pour lui de l'identifier en premier. La scène bascule vers Yukito, tenant une photo de lui avec sa mère et sa sœur. Il se remémore qu'avant de se rendre dans les niveaux inférieurs du donjon, il avait pris soin de commander des fournitures essentielles. La première d'entre elles était son équipement. On le voit alors saisir son épée en slime d'argent, une arme parfaite pour frapper les monstres qui tentent de s'échapper rapidement, ainsi que son bracelet en slime d'argent qui réduit de moitié les dégâts reçus et peut être utilisé 3 fois. Alors qu'il se prépare à quitter la maison, Nozomi l'aperçoit et lui demande s'il part déjà pour le donjon. Lorsqu'il confirme, elle s'étonne qu'il compte y aller avec seulement cet équipement, soulignant que la plupart des guerriers portent des armures bien plus lourdes. Yukiko reconnaît qu'elle a raison. C'est effectivement l'approche classique des guerriers. Cependant, son niveau actuel est encore trop bas pour pouvoir s'équiper comme eux. Il pense alors à son écran de statut et réalise que, bien qu'il améliore le potentiel humain, la seule chose qu'il peut augmenter pour le moment, c'est sa chance. D'après les informations de son statut, il ne peut pas porter d'armure lourde pour cette mission. L'unique arme qu'il peut manier efficacement est l'épée géante en slime. Toutefois, il comprend qu'il possède un avantage majeur, les nombreuses compétences qu'il a acquises en montant de niveau. Il décide alors d'activer la compétence de guerrier qui lui permet d'exécuter une triple attaque critique. Nozomi, l'observant, comprend alors son intention. Il va d'abord monter en niveau pour renforcer son statut. Après une courte pause, elle mentionne quelque chose à propos du 5e étage. Aussitôt, Yukito se remémore l'endroit dont elle parle, l'Alice Crown, le 5e sous-sol du donjon. En quittant la maison, il lui explique que les monstres de cet étage lâchent une récompense spéciale lorsqu'ils sont vaincus, un fruit magique. Avant qu'il ne passe la porte, Nozomi lui rappelle de faire attention et lui tend une boîte contenant son repas. Elle sourit ensuite et lui lance, en plaisantant, que même s'il trouvera sans doute beaucoup de fruits magiques là-bas, il aura quand même besoin de vraie nourriture. Yukito prend la boîte, la remercie, puis lui fait un signe de la main en ouvrant la porte, annonçant qu'il s'en va. La scène suivante nous transporte déjà au 5e sous-sol du donjon, l'Alice Crown. À ce moment-là, Yukito se remémore ce qu'il sait de cet étage. Il est envahi de monstres de type végétal, ce qui en fait une zone dangereuse que la plupart des aventuriers évitent. Cependant, il reste considéré comme un étage relativement simple et de nombreux explorateurs ont réussi à le traverser. Grâce à sa carte, il sait que le parcours ne sera pas trop difficile pour lui non plus. En suivant les indications, il se dirige vers le repère d'une créature connue sous le nom de Monstre 30. Ces créatures sont passées maîtres dans l'art des embuscades, utilisant le camouflage pour se fondre dans leur environnement et ressembler à de simples arbres. Yukito s'accroupit et ramasse un petit caillou au sol, observant les alentours. Il murmure que, bien que ces monstres soient habiles à se dissimuler, leur mimétisme n'est pas parfait. Il jette alors la pierre vers l'un des arbres, expliquant qu'en regardant attentivement, on peut remarquer que leurs feuilles sont dépourvues de nervures.
Aussitôt, l'arbre en question s'anime. Il dévoile ses griffes et ses yeux, révélant ainsi sa véritable nature de monstre gigantesque. Alors qu'il bondit sur lui, Yukito réagit sans tarder. Il brandit son épée en slime d'argent et porte un coup critique, tranchant la créature en deux d'un seul mouvement fluide. Il commente alors que, lorsqu'on connaît leur méthode d'embuscade, ces monstres sont en réalité assez faciles à vaincre. À peine son combat terminé, il remarque un fruit magique posé à ses pieds. Sa récompense pour avoir vaincu son premier adversaire dans cette zone. Il le ramasse et en prend une bouchée, notant une légère saveur mêlant poire et pomme, bien qu'il ne se soucie pas vraiment du goût. Ce qui l'intéresse réellement, c'est l'effet que ce fruit aura sur son statut. Sans perdre un instant, il ouvre son écran de statut pour vérifier si ses capacités augmentent. Il réalise alors que, grâce à l'amélioration offerte par ce fruit magique, même lui, malgré un départ relativement faible, a le potentiel de devenir bien plus puissant. Yukito poursuit sa chasse aux monstres tréants, et à chaque fois qu'il en terrasse un, il consomme le fruit magique qu'il laisse derrière lui. Cependant, à force de manger le même fruit encore et encore, il finit par se lasser de son goût monotone. Il sort alors la boîte repas que Nozomi lui a préparée et commence à manger. Une fois son repas terminé, il veut s'assurer qu'il a atteint la limite maximale de croissance et découvre avec satisfaction qu'il a enfin atteint le rang de guerrier intermédiaire. Satisfait de ses progrès du jour, il décide de partir et de rentrer chez lui. Mais soudain, il perçoit un mouvement rapide à proximité. Instantanément sur ses gardes, il interpelle la présence cachée. Il ne tarde pas à comprendre qu'il n'est pas seul au 5e étage du donjon et que ces nouveaux arrivants ne sont clairement pas amicaux. L'un d'eux lui reproche de s'approprier le territoire d'un autre chasseur, tandis que son compagnon ajoute qu'étant un novice, ils vont lui enseigner quelques notions d'éthique professionnelle. Pourtant, Yukito comprend immédiatement que ces individus ne sont pas des chasseurs. Ce sont des bandits qui traquent et assassinent d'autres aventuriers. Sans détour, il leur demande s'ils sont venus détrousser les aventuriers. L'un des hommes répond sans vergogne, confirmant ses soupçons avant de se moquer de lui, le qualifiant de bleu arrogant, jouant avec un équipement hors de prix. Son complice enchaîne en lui suggérant de leur remettre tout son matériel, des équipements bien trop précieux pour quelqu'un de son niveau. S'il obéit, il pourrait envisager de l'épargner. Quelques instants plus tard, l'un des bandits gît inconscient au sol, tandis que Yukito, imperturbable, constate que tout s'est déroulé exactement comme il l'avait prévu, ressentant un certain soulagement. Il explique ensuite que l'attaque que son adversaire a utilisée contre lui, le coup bestial, est une compétence qui ne peut être acquise qu'au niveau 25, ce qui signifie que cet homme était d'un niveau bien supérieur au sien. Il poursuit en détaillant que le coup bestial garantit une frappe d'une précision extrême, rendant l'esquive quasi impossible. Cependant, cette compétence réduit la puissance d'attaque de 30%. Heureusement pour lui, grâce à l'enchantement des larmes de slime d'argent sur ses vêtements, il disposait de 3 opportunités pour atténuer les dégâts qu'il recevait. Ainsi, les dommages réels qu'il a subis n'ont représenté que 30% du coût initial. Il ajoute que sans cette protection, il aurait encaissé une blessure grave à l'abdomen. À cet instant, le bandit encore debout observe Yukito avec effroi, murmurant qu'il n'aurait jamais imaginé que son partenaire Yamada puisse être mis hors de combat en un seul coup. Yukito pointe alors son épée vers lui et lui lance un ultimatum. S'il se rend, il envisagera peut-être de l'épargner. Mais le bandit, pris de fureur, rétorque que Yukito le sous-estime beaucoup trop. Il se vante en affirmant qu'à cette distance, il lui est aisé d'éliminer un guerrier comme lui. En réponse, Yukito rengaine calmement son épée et admet que le bandit a raison. À cette distance, il ne peut rien lui faire. L'homme ricane, persuadé que Yukito s'apprête à capituler, mais ce dernier lui répond avec assurance qu'il ne ferait jamais une telle chose. Il plonge alors sa main dans son écran de statut et en ressort une branche d'arbre finement ornée de fleurs, annonçant qu'il va utiliser un bâton à la place de son épée. Le bandit éclate de rire, un rictus narquois sur le visage, avant de demander ironiquement à Yukito s'il sait seulement ce qu'il tient entre les mains. Yukito lui répond qu'il le sait parfaitement et prononce son nom. Le bâton de la folie. Il explique qu'il l'a récemment obtenu après avoir vaincu un tréant qui, pour une fois, n'avait pas laissé de fruits magiques. Le bandit ricane de plus belle, se persuadant que Yukito n'est qu'un amateur incapable de manier correctement une arme de qualité. Il se souvient que bien que le bâton de la folie soit un objet rare, son pouvoir est imprévisible.
Il active des sorts au hasard, ce qui le rend complètement inutilisable en combat sérieux. Il ajoute ensuite que son effet repose entièrement sur la probabilité, ce qui signifie que les chances de Yukito de lancer un sort bénéfique avec succès sont extrêmement faibles. Le voleur calcule rapidement les probabilités de succès et d'échec de Yukito, concluant que l'échec est le scénario le plus probable. Cependant, il jette un regard à son partenaire inconscient, étendu au sol, et se dit que si Yukito parvient, d'une manière ou d'une autre, à atteindre un taux de réussite, ne serait-ce que de 30%, ce serait déjà un coup de chance incroyable. Malgré tout, il se rassure en se disant qu'incanter un sort précis avec le bâton de la folie est pratiquement impossible. De plus, il possède l'arme de la boule de feu enchantée, un sort de magie de niveau intermédiaire, et il est convaincu que Yukito ne pourra pas le contrer. Même si, par un miracle improbable, Yukito réussissait à lancer un sort de niveau intermédiaire, sa magie aurait peu, voire aucun effet contre lui, qui est équipé d'un équipement enchanté exceptionnellement puissant, bien au-delà du niveau 50. Fort de toutes ces conclusions, il est empli d'une confiance inébranlable, n'arrivant qu'à une seule issue possible. En tant que mage expérimenté, il est assuré de la victoire, quelles que soient les circonstances. Convaincu de sa supériorité, il décide de mettre un terme à la prétendue chance du débutant de Yukito et pointe son arme sur lui. Il lance alors une immense boule de feu en direction de Yukito, qui reste immobile, sans même ciller. Le voleur, sûr de lui annonce avec un sourire qu'il vient enfin de libérer son attaque, puis lui adresse un clin d'œil, affirmant qu'il est désormais prêt à lancer son propre sort. À cet instant, la branche magique de l'arbre de Tréante commence à luire, entourée d'une étrange aura d'énergie. Yukito lève la branche, provoquant une concentration d'énergie autour d'elle, qui prend la forme d'une vague de feu titanesque, emplissant l'air d'une intensité écrasante. Soudain, cette énergie colossale se condense, se métamorphosant en une boule de feu gigantesque, flottant juste au-dessus de Yukito, semblant sous son contrôle total. Lorsqu'elle atteint la taille désirée, bien au-delà de toute attente, il la dirige droit vers la boule de feu lancée par le voleur. En voyant cela, le voleur s'effondre au sol, totalement sidéré, incapable de croire que sa propre attaque a été purement et simplement anéantie sans laisser de traces. Il peine à comprendre ce qui vient de se produire, murmurant qu'il est impossible que Yukito ait pu lancer un sort aussi avancé, un météore d'une telle ampleur, d'autant plus que la probabilité de réussite n'était que de 0,05%, autrement dit inexistante. Ce qu'il ne réalise pas encore, cependant, c'est que l'immense météore enflammé n'a pas encore terminé sa course. Il fonce désormais droit sur lui. Désespéré, il tente de se persuader que ce qu'il voit n'est qu'une illusion, un tour de passe-passe causé par un sort de mirage. Mais l'instant suivant, la réalité le frappe de plein fouet. Il sent la chaleur s'intensifier à mesure que le météore approche. Il pousse un hurlement terrifié, suppliant Yukito de l'arrêter. Quelques instants plus tard, toute la zone est engloutie par les flammes, totalement ravagée par l'impact de l'énorme boule de feu. La scène change. Le voleur gît au sol, ses vêtements calcinés par les flammes, haletant péniblement au milieu de la fumée et de la chaleur suffocante. Pendant ce temps, Yukito reste debout, tenant toujours la branche enchantée. Mais il remarque qu'elle commence à prendre feu.